Quand on pense à la Première Guerre mondiale, on imagine tout de suite les tranchées, la boue. Mais il y avait une autre guerre, une guerre silencieuse, qui se jouait non pas sur le front, mais sur les murs de nos villes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ces armes, les affiches de propagande. Parce qu'on va le voir, c'était bien plus que de simples images, c'était de véritables machines de guerre psychologiques conçues pour mobiliser des nations entières. Oui, c'est vraiment le mot juste, une arme. Ces affiches, c'était pas de l'art pour le plaisir des yeux. Non, c'était des outils, des munitions, fabriqués avec soin pour un champ de bataille bien particulier, celui de l'esprit. Un front psychologique aussi décisif que le front militaire. Et ça nous amène à la question centrale d'aujourd'hui. Comment un simple bout de papier a-t-il pu avoir un tel pouvoir? Comment ces images ont-elles pu, à ce point, façonner l'opinion publique, pousser des hommes à s'enrôler et transformer un voisin en un monstre? C'est ce qu'on va décortiquer. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre le phénomène, il faut d'abord poser le décor. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de propagande et qui étaient les acteurs en présence? Alors voilà le programme. D'abord, on va définir le contexte. Ensuite, on va plonger dans le design de ces affiches, leur langage visuel. Puis on verra leur tactique psychologique, on comparera les deux camps. Et pour finir, on s'intéressera à l'héritage assez bluffant de tout ça. Commençons par la base, la propagande. La définition nous dit que c'est une action exercée sur l'opinion. Et le mot-clé ici, c'est vraiment action. Ces affiches n'étaient pas là pour faire jouer, elles étaient actives, conçues pour nous faire penser d'une certaine manière et surtout pour nous pousser à agir. Et à l'époque, le monde était littéralement coupé en deux. D'un côté, il y avait la Triple Entente, la France, l'Empire britannique, l'Empire russe, rejoint plus tard par d'autres, et de l'autre, la Triple Alliance, avec au cœur l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois. Deux blocs, deux visions du monde, et chacun va développer son propre arsenal visuel. Passons à l'analyse pure et dure. Ce qui est absolument fascinant, c'est de réaliser que les deux camps, pourtant ennemis jurés, ont en fait utilisé des recettes visuelles très similaires pour convaincre leur peuple. Un vrai langage universel de l'influence. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien, rien n'était laissé au hasard. La composition, par exemple, était pensée pour un impact immédiat. Il fallait que ce soit dynamique, que l'œil soit guidé, qu'il suive un chemin de lecture super simple et direct. Le message, lui, devait être court, un vrai slogan. Et surtout, le point essentiel, c'est que l'image devait toujours, toujours l'emporter sur le texte. Même la typographie avait un rôle à jouer. Elle n'était pas juste là pour être lue, elle était là pour être ressentie. On voit tout de suite une hiérarchie très claire dans l'info, des polices de caractères bien grasses, bien affirmées, et l'utilisation massive des majuscules. C'était pas un message qu'on murmurait, c'était un message qui criait depuis le mur. Les choix artistiques aussi étaient hyper stratégiques. On utilisait de grands aplats de couleurs, des formes très simples, très stylisées. Pourquoi? Que l'image soit facile à comprendre et à mémoriser. Les silhouettes, par exemple, créent un effet dramatique immédiat en jouant avec le vide et le plein pour vraiment capter le regard. Ok, donc on a vu à quoi ressemblaient ces affiches. Maintenant, la question, c'est comment elles fonctionnaient. Comment tous ces éléments de design étaient assemblés pour jouer avec nos émotions. En fait, on peut résumer ça en trois grandes tactiques. La première, provoquer des émotions fortes, en jouant sur la peur, la pitié, la colère. La deuxième, s'adresser directement à celui qui regarde, l'interpeller, l'impliquer personnellement. Et enfin, la troisième, c'est un double jeu. D'un côté, on glorifie son propre camp, on le rend héroïque, et de l'autre, on caricature l'ennemi jusqu'à le déshumaniser. Mais même si les stratégies psychologiques étaient les mêmes, il y avait quand même des différences entre les deux camps, des différences plus subtiles qui tenaient à leurs inspirations artistiques. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'inspirait d'un style commun, l'art nouveau, très populaire à l'époque. Mais, et c'est là qu'il y a une différence de taille, la Triple Alliance, et surtout l'Allemagne, va ajouter sa propre saveur. Ils vont s'inspirer d'un style bien à eux, le sage placate. Alors le sage placate, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'affiche objet. C'est un style beaucoup plus épuré, très graphique. On met en avant un seul objet pour faire passer le message. C'est vraiment la petite touche qui les différencie. Et tout ça, bien sûr, ne s'est pas arrêté en 1918. L'impact de ces techniques de propagande a été colossal et leurs échos résonnent encore aujourd'hui. On voit une vraie filiation. Les méthodes perfectionnées pendant la Première Guerre mondiale, l'image choc, le message direct, la caricature de l'ennemi, sont devenues la norme. On les retrouve à peine modifiées pendant la Seconde Guerre mondiale et puis tout au long de la guerre froide. C'est une grammaire visuelle qui a été inventée là. S'il y avait une seule chose à retenir, ce serait ça.
Le principe de base de toute cette propagande, c'est que la puissance de l'image est bien plus forte que celle des mots. Une idée tout simple, mais qui a complètement redéfini la communication de masse pour le siècle qui a suivi. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Un siècle plus tard, alors qu'on est bombardé d'images en permanence, est-ce que les règles du jeu ont vraiment changé? Est-ce que finalement, on ne se bat pas toujours sur le même champ de bataille psychologique, celui qui a été dessiné il y a plus de 100 ans? Ça laisse à réfléchir.